En vrai, ils ont le même type de quasiment le même type de contrat, mais il y a des réalités différentes derrière. Et je pense que PNL, ils sont dans un truc de dire nous, on est indépendants, mais il y a une réalité, c'est qu'à un moment, ils bossent avec Believe, qui est quasiment une major, qui est cotée en bourse, qui vaut des milliards. Et en vrai, à un moment, ils s'appuient sur la puissance de la maison disque et ils sont pas complètement indépendants. Quand tu vois un artiste et tu vois 4 ou 5 producteurs, même dire 3 producteurs, c'est déjà beaucoup. Et surtout si tu fais un rap, je dirais pas de street, mais qui va te plafonner en termes de stream. En général, ça sent pas un bon. Artiste, un manager, vous êtes 5 à devoir grailler sur un artiste qui a peut-être entre 20 et 25 ans. Ça va être compliqué. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et t'es branché sur Deal et Terme sur Bouscapé. Bon, on va commencer avec le sujet, faut-il signer pour percer? Alors c'est une question qui est hyper large, mais au lieu de vous poser la question comme ça, parce que je pense que c'est un peu trop large et on va aller dans tous les sens, c'est aujourd'hui, est-ce que les maisons de disques ont un réel impact dans l'étape de réussite de l'artiste? C'est-à-dire, est-ce que lorsque l'artiste signe en maison de disque, on peut dire qu'il a percé ou pas? Qu'est-ce qu'on entend par percer, s'il vous plaît? En vrai de vrai. Vous dites des termes qu'on le sache. C'est quoi? On dirait qu'on a vécu 4 fois ce moment aujourd'hui. Non mais c'est vrai, mais tu sais On peut lancer. Non mais en vrai c'est pertinent. C'est précis sur mon C'est vrai. C'est quoi? Bah alors justement définis-le. Parce que des fois, percer pour certains, certaines personnes qui sont pas dehors, le public ça va être, je sais pas, on le voit à la télé. C'est une marque de on va dire, ah, t'as percé. On l'a vu sur Ou bien, Bouscapé. voilà, tu l'as vu sur Bouscapé. Ou est-ce que c'est signé en maison de disque? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ou t'as signé en maison de disque. Ou ça veut dire que t'as fait disque d'or. Donc, c'est quoi la définition de percer pour nous qu'on veut utiliser là? En fait, le truc, c'est que percer, en vrai, c'est hyper galvaudé. Tu vois, ça veut tout et rien dire à la fois. Ça veut dire l'artiste, il passe de 1000 à 100 000 vues, il commence à avoir un petit public, des gens qui s'intéressent à ce qu'il fait. Pour les gens, c'est déjà percé. Et pour d'autres, c'est la signature en maison de disque. Moi, je dirais, c'est percer. Alors, on va l'établir comme ça. Et quand l'artiste arrive à en vivre. Moi, je pense qu'on peut parler de ça. Quand on est à partir du moment qu'il réussit à se tirer un SMIC, pour moi, c'est percé. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a réussi à convertir sa passion en métier. Donc c'est ça ta définition. Ça peut être une définition qui s'entend. Il y en a tellement, mais moi je pense que c'est une définition. Au moins, il y a une base. C'est quelque chose qui se tient. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les maisons de disques, elles ont encore un apport pour faire en sorte que l'artiste passe à un step supérieur. C'est-à-dire que je pense qu'un artiste, aujourd'hui, la maison de disques, elle ne va pas le prendre de façon générale à 0% d'évolution ou 1% d'évolution. C'est-à-dire que le développement où tu pars de rien, on t'a entendu sur, en tout cas dans le rap, on t'a entendu sur Internet et tu fais 0 stream, 0 vue YouTube et 0 rien, et aussi un coup de cœur, on te signe. Je pense que dans le rap, vous me corrigez si je me trompe, non, mais c'est très rare. Après, si tu arrives à développer une espèce de fanbase, si tu arrives, je sais pas, si on parle en concret, et vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, si tu arrives à commencer à streamer. Si tu fais du 100 000 streams, quelque chose comme ça, tu tournes autour de 100 000 streams, tu as des vues YouTube qui sont assez intéressantes, qui sont assez conséquentes au fur et à mesure. Je pense que là, tu vas commencer à attirer l'œil des maisons de disques. Et surtout, il faut qu'en fait, ils sentent, je pense, que tu parles à un public, même si c'est un public de niche, peu importe. Mais au moins, tu parles à une audience et tu as déjà défini un univers assez clair. Tu as peut-être l'audience, ta communauté, quoi. Le style visuel, ta communauté avec laquelle tu crées une interaction, soit tu es présent sur un réseau social en particulier. Il faut déjà qu'on sente qu'il y a une dynamique qui est mise en route. Et à partir de ce moment-là, je pense que oui, la maison de disques va apporter après sa force marketing. Tu auras plus de budget, tu auras de la promo, tu auras un peu plus de réseau, un peu plus de personnes autour de toi. Mais déjà, la base, il faut la faire seule avec son équipe. Il faut la staffer. C'est-à-dire que avant de vouloir que quelqu'un te signe, il faut déjà que tu aies misé sur toi, peu importe les moyens que tu as mis, mais que surtout que tu aies créé une communauté assez forte, assez fidèle. Quand je dis assez forte, assez fidèle, je ne pense pas que ça soit tellement le chiffre. Bien sûr que le chiffre compte. Si tu as une communauté, je ne sais pas moi, je sais pas, n'importe quoi, de 100 000 personnes, c'est pas comme si tu avais une communauté de 600 000 personnes. Mais si tu as 100 000 personnes qui sont vraiment intéressées par ta musique, qui réagissent à tes posts, qui font en sorte que ta musique prend de plus en plus, je pense que d'une certaine manière, ça va accroître ton exposition. Mais aussi parfois, ce côté, je dirais bouche à oreille. C'est l'artiste qui a pas en gros, tu peux percer avant d'être signé aussi. C'est ça aussi. Ouais, bien sûr. C'est quand même assez rare, mais mine de rien, il y en a quand même qui arrivent à développer leur modèle. La plupart des artistes, parce que quand on parle de signer, on parle de signer même en une distrib. On parle de signer. Donc, signer, enfin vivre de ta musique avant de signer dans une structure, on peut l'avoir déjà vu, mais c'est assez rare en soi. Quoi?
Non, t'as beaucoup de labels indés justement, pas forcément. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais on a dit Sur le signer. distro, t'as des mecs qui. Non, mais on parle de signer Même en distrib. en distrib. Mais tu Oui. vois, par exemple, un mec comme Osiris Jacques, il n'est pas signé en distrib, il est sur distro. Oui, mais il y en a génère. combien? Ouais, mais Il n'y en a combien? pas tant que ça, mais il y en a C'est pour ça que je quelques-uns. vous disais, c'est pas forcément parce que là, pour Les les Relay, c'était pas le cas d'ailleurs. Si, Ouais, Relay, Relay. Oui, Ouais. mais finalement, C'est quand même relativement rare, entre guillemets. En vrai, il a raison, c'est que les gens ils disent, ouais, les artistes, tu les signes une fois qu'ils ont, entre guillemets, déjà percé, parce qu'ils font 100 000 vues, 100 000 streams. Mais aujourd'hui, un mec qui fait 100 000 vues, 100 000 streams, dans le rap, il y en a plein. Et en fait, quand tu cherches un mec qui fait 100 000 vues, 100 000 streams, en vrai, il génère peut-être 500 € de chiffre d'affaires sur un morceau. Ouais. Avec ça, tu payes même pas la prod, tu payes même pas le studio, etc. T'as rien avec ça, tu vois. En vrai, de vrai, l'objectif dans le rap, c'est quoi? C'est de passer peut-être de 100 000 streams à au moins 5 millions de streams. Ouais. Et du coup, en vrai, quand tu es à 100 000 streams, tu as fait peut-être 3% du chemin, tu vois. Ouais, c'est Donc en clair. fait, avant, peut-être qu'ils prenaient de 0 à 100. Ouais. Maintenant, ils prennent peut-être de 5 pour te faire aller jusqu'à 100. Et il y a quand même 95% du taf encore à faire, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une logique de se dire, la qualité, il y a plein de mecs qui rappent bien, qu'ils aient sorti un truc qui fasse un peu de vues ou qu'ils aient rien sorti. Et donc, quitte à choisir un mec qui rappe bien, autant aller vers un mec qui a déjà un peu testé le marché, entre guillemets, tu vois, et qui a déjà commencé à développer quelque chose. Et donc, c'est pour ça aussi que maintenant, tu signes quand tu as, entre guillemets, commencé à percer. Est-ce que, on peut se dire clairement que les maisons de disques aujourd'hui veulent moins prendre de risques, ce qui est totalement normal. Elles vont attendre que l'artiste se développe un petit peu et à partir de là, le but pour elles, c'est de prendre moins de risques parce qu'elles vont investir énormément sur les artistes. Mais je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pour eux un contre-coup de ça. Avant, quand j'allais voir un artiste qui est sur maquette, elle disait vas-y, je te signe en artiste, les conditions c'est ça. Et en gros, tu fermes ta gueule et tu es déjà content que je te permette de signer. Ouais. Et donc, il y avait en gros, c'était un truc de vas-y, je suis le premier à croire en toi, personne met de l'argent, je mets de l'argent. Tu vas signer à pas grand chose. Mais. Sauf que maintenant, qui vont sur des mecs qui ont déjà une vision, une visibilité, ça fait qu'ils sont en général plusieurs à y aller au même moment. Ce qui crée aussi une certaine enchère, une surenchère même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es un artiste en développement, ça peut t'arriver de le signer en licence, en coprod, en distrib, des types de contrats sur le papier théoriquement plus avantageux pour l'artiste et parce que le mec a déjà fait un bout de chemin. L'artiste possède plus souvent ses masters dans ce cas. Parce qu'il a déjà commencé à taffer, qu'on dit vas-y, t'as déjà réussi à aller de 0 à 10. Donc pour ça, tu auras un meilleur contrat, mais c'est moi qui essaie de te faire passer de 10 à 100. Le D'accord. rapport de force se rééquilibre en soi. Un C'est ça peu. que tu veux dire. Ouais. Et justement, je vous pose la question justement à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il signer en maison de disque pour percer? Bah non, justement, en fait là on parlait justement de modèles économiques, tout ça qui peuvent s'offrir à plusieurs artistes, mais en réalité ça répond pas justement à cette question-là. En soi, est-ce qu'ils ont besoin d'être signés pour percer? Je dirais que non. Ouais. Tu vois, enfin, moi, peut-être à une époque, c'était hyper important. Il y avait ce côté où il fallait passer par les maisons de disques pour avoir effectivement tous ces contacts-là, toutes ces informations au niveau marketing, toute cette structure. Maintenant, puis, il y avait pas les réseaux sociaux avant. Exactement, maintenant il y a plein de labels indépendants qui ont besoin des maisons de disques pour être distribués uniquement et du coup qui peuvent qui se suffisent à eux-mêmes en tout cas pour pouvoir parler de communication, stratégie marketing ou pour pouvoir tout simplement essayer de faire percer l'artiste, tu vois. Donc non, aujourd'hui, c'est plus le passage obligatoire. Peut-être à une certaine époque c'était obligatoire, mais aujourd'hui ça ne l'est plus du tout. Mais ça reste une signature, la distrib. Nous, au début, quand tu as défini les termes, on a mis la distrib dedans. C'est-à-dire que là, on devrait parler des artistes qui sont sur distro ou sur TuneCore. Et là, il y en a vraiment pas beaucoup. Enfin, il y en a peu qui restent dessus. Alors, ceux qui sont en distrib sèche, même une distrib sèche, c'est vraiment ça a injecté. Mais ça a injecté, on a misé sur toi, on a risqué. Et t'es un chef de projet, il y a un budget qui est mis sur toi. Ouais, mais quand même, moi ça prend pas la excuse-moi. Excuse-moi, juste une petite question. Est-ce qu'un groupe comme PNL, du coup, quand ils disent qu'ils sont en indé, c'est de la vraie indé? Ils sont en distrib. Ils ont essayé de sortir, par exemple, exemple PNL on parfait. considère pas ça comme un indépendant. Non, pour moi, ils sont en indépendant, mais signés avec une grosse structure. Ouais, mais Justement, non, parce est-ce que qu'on peut pour moi, peut-être définir pour l'audience? Oui. Pour moi, ça prend pas parce qu'en réalité, une distribution, d'accord, ils distribuent, mais en fait, pour percer, il faut tout ce qui est côté marketing, tout ce qui est toute la stratégie que eux font eux-mêmes en fait. En réalité, eux là, ils ont besoin du label pour être uniquement distribués dans les points de vente, dans les grandes surfaces, dans les la Fnac, etc. Tu vois. Mais c'est pas ça qui fait qu'ils vont percer. Mais Céline, La licence et la signature en licence, l'artiste, oui. Tu vois, mais pas la signature Mais en distrib. attendez 2 secondes. Je pense que pour l'audience, ça peut être plus clair pour eux de synthétiser un petit peu les 3 types de contrats histoire qu'ils puissent comprendre. On va essayer de le faire. On va commencer par le contrat artiste. C'est plus classique. Artiste, c'est toi, tu es un artiste, tu vas être produit par un label, qu'il soit major ou maison de disque, et ce label va
tout investir, va faire tout le taf donc il va faire ta direction artistique, il va faire les clips, il va faire la gestion de projet, l'administratif, le marketing, il va tout faire. Et toi, ton taf, entre guillemets, c'est d'aller en studio et d'interpréter tes musiques. C'est salarié dans ce cas. Et donc dans ce cas, tu es salarié de la maison de disque, c'est-à-dire que tu vas avoir un salaire à chaque fois que tu vas enregistrer un morceau. Et en plus de ça, tu auras un pourcentage du chiffre d'affaires, les fameux 12, 13, 14, 15% que tu vas recevoir de la part de la maison de disque. Mais par contre, c'est de l'argent que tu prends dans ta poche que tu ne réinvestis pas. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est vraiment, tu viens, je te paye le studio, je te paye tout, tu rappes, je sors le truc, et dans ces cas-là, tu reçois un pourcentage que tu as généré. Ça, c'est le contrat d'artiste. Juste, j'ajoute une chose, et t'es pas propriétaire de tes masters. Ouais. Oui, Ça, c'est En fait, ça aussi, c'est la différence entre- Ouais, c'est salarié. T'as et un on contrat est- qui te lie, et t'as un contrat C'est ça. d'artiste qui te lie à la major, et t'es pas propriétaire de tes qui a masters. qui a un contrat de travail, et effectivement, pendant tout le temps où le label va exploiter tes masters, donc pendant toute sa vie quasiment, il va te payer un pourcentage sur le chiffre d'affaires parce qu'il a utilisé tes masters. Premier type de contrat. Deuxième type de contrat, les contrats de licence. C'est toi qui a ton propre label, d'accord, qui va enregistrer les albums, donc qui va enregistrer les masters. Donc c'est toi qui va payer le studio, les compositeurs, qui va payer une partie des clips et qui va payer la cover, par exemple chez Fifou, et qui à la fin va donner le master à la maison disque qui va le licencier et qui va du coup faire le travail d'exploitation, de marketing et de promotion. Et c'est eux qui mettent l'argent pour le promotion et le marketing. Après, c'est à toi de faire l'album avec le budget qu'ils t'ont donné en général au début. Et dans ces cas-là, pour faire un truc très basique, tu vas avoir toi 30% et eux 70%. Par contre, le master t'appartient et au bout d'un certain temps, ils vont te rendre l'exploitation du master. C'est-à-dire en général, au bout de 7 ans, tu te retrouves tu peux le remettre en distrib parce que du coup, eux, ils le licencient plus. Ils payent plus le marketing et tout, ça t'appartient à toi. Donc ça te permet d'être en maison de disque, d'avoir l'impact de la maison de disque et de continuer à être propriétaire de ton master. Et c'est un type de contrat qui est très populaire dans le rap parce que ça permet aussi, quand tu as une équipe de producteurs indépendants autour de toi, que eux, ils puissent être rémunérés, ce qui est beaucoup moins le cas en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, c'est la maison de disque qui fait tout. Tout est centralisé. Il n'y a rien pour les équipes autour, tu vois. En licence, en général, c'est tes producteurs, c'est tes gars, toi, tu es artiste. Donc en gros, sur les 30%, peut-être tu vas prendre 12% et eux, ils vont prendre 18%. Eux, ils vont investir avec ça, toi, tu vas prendre ton argent. Et après, la maison de disque fait le reste. Dernier type de contrat dont on parle souvent, c'est la distribution. La maison de disque te dit, OK, tu veux faire un album. Moi, je vais te donner une avance sur les revenus de ton album. Et quand tu auras fini ton album, je vais le prendre, je vais le mettre en streaming et dans les magasins. Je vais faire un petit peu de travail quand même, c'est d'essayer de le faire rentrer en playlist, etc. Mais par contre, c'est toi qui fais tout. Donc ils vont te donner un budget pour tout faire. Tu vas récupérer facilement 70% du chiffre d'affaires. Par contre, tu payes tout de A à Z et censé tout faire toi-même. Tu ramènes tout clé en main en fait. Ouais, tu vois, ouais. Et donc, On du a des coup, exemples, Jul. du coup, après, Joule, il est un peu en distrib amélioré, mais typiquement, tu vas avoir en distrib, tu vas Jaja avoir. Dinaz, non Jaja Dinaz, ils sont en distrib. Tu vas avoir. PNL. PNL, ils sont en PNL. distrib. Tu vas avoir Nekfeu. Freeze Corleone qui est en distrib. On est fait maintenant, c'est ça Nekfeu qui, je crois, qui est passé en distrib, je suis même pas sûr. Alpha One. En Alpha One distrib. qui est en distrib, Rimka qui est en distrib. Tu vas avoir en licence, tu vas avoir, enfin, qui était ou qui ont sorti des albums récemment en distrib. T'as Niska qui est en licence, excuse-moi. En licence, t'as Niska. SH T'as SH, je crois qu'il passe en artiste. T'as Niska, t'as Maes par exemple. Tu vas avoir Val qui était en licence maintenant qui est passé en distrib. Booba aussi qui est en licence, je crois. Booba qui était en licence. Non, distrib. lui, il avait un contrat particulier. Ouais, distrib ou- ouais, Il distrib, me ouais. semble qu'il est en distrib, je suis pas sûr. Et en artiste, c'est plus rare. Tu vas avoir des artistes comme Gambi, qui est en artiste. Tu vas avoir Kobalade au début de sa carrière, qui était en artiste avant de partir en coproduction, qui est un autre type de contrat. Et donc, du coup, la question que soulève Céline, c'est est-ce qu'on peut considérer de la même manière un mec qui est signé en distrib, dont on donne un budget et il se débrouille avec, en termes d'apport de la maison disque, est-ce qu'on peut le comparer à un mec qui est signé en artiste, qui prend peut-être que 12%, mais qui fait que chanter entre guillemets, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que moi, je considère que si tu signes en distrib, t'as quand même signé quelque part, tu vois. Ouais, C'est mais pas anodin. comme tu viens de le T'as dire, quand même un Mais soutien t'as un de la budget. maison de disque. T'as quand même T'as déjà, t'as de l'argent Qu'est-ce que déjà. tu voulais dire toi Céline? non, parce que comme là, tu venais de bien d'énumérer tout ce que comportait chaque catégorie. Voilà, que ce soit l'artiste ou la licence, t'as des personnes qui sont là pour t'aider à développer vraiment ton marketing, ta communication, qui vont t'aider dans les clips, à aller chercher les réalisateurs, à les produire, à les faire en fait. T'as un staff. T'as un staff et c'est ça qui va faire aussi toute la carrière de l'artiste en réalité, tu vois. Quand t'as un distrib, c'est toi tout seul. Donc c'est toi qui vas gérer ton image, qui va gérer ton image, qui va gérer tes clips, ton planning, ton retour planning de quand est-ce que tu veux sortir les choses, ta cover, ton budget en fait. Parce qu'en vrai, même si on te donne une avance, il faut que tu gères ton budget, tu vois. Je suis d'accord. Et ça, c'est hyper
important pour le développement de l'artiste. Mais Céline, est-ce qu'on n'est pas déjà, et je t'interromps pas, mais est-ce qu'on n'est pas déjà justement à l'étape un peu d'après? Je pense, si je me suis bien, c'est que nous on parlait un peu des artistes qui en soi ne sont pas signés du tout, et quand tu commences, comment est-ce que tu fais pour accéder à la signature en maison de disque, peu importe si c'est en distrib ou co-orchestre, tu vois? Ouais, mais parce qu'on se demande si percer. Oui, est-ce que si. Voilà, c'est ça en fait la le truc. question. C'est qu'à partir du moment qu'il y a une signature, il y a la relation avec la maison de disque. Moi, je te parle d'avant. Pour moi, à partir du moment où tu signes même en distrib, ils ont un impact quand même. Ouais. C'est ça. Ils t'ont dit budget. Parce que je suis d'accord avec Est-ce toi. que tu avais les 20 ou 50 000 euros? C'est vrai, excuse-nous. Ouais. Là, tu parlais de signature. Mais à partir du moment, moi, c'est voilà, le cadre, il est simple. C'est à partir du moment qu'on signe avec une maison de disque, que ce soit en artiste, en licence ou en distrib. Ok. Pour moi, il y a une relation directe où on se dit, ok, est-ce que l'artiste a percé ou pas? Alors effectivement, tu donnais un très bon exemple avec en disant que les artistes en distribution étaient seuls. Alors, c'est pas forcément toujours le cas. Il y a aussi des maisons de disques qui vont s'impliquer dans le travail de l'artiste et qui vont l'aider à se développer. Moi, je parle vraiment au départ, voilà. T'es un artiste, T'es en agrégateur. t'as TuneCore, t'as DistroKid ou Quackes, et ton but c'est voilà, est-ce que tu peux percer et rester complètement indépendant comme ça? Voilà. C'est ça la question. Voilà, on change de question. Voilà, c'est pas. Est-ce que tu peux en vivre en étant totalement indépendant des structures distrib, Non, parce que moi je parlais de signature. En fait, je pensais qu'on est très clair. En fait, signature, même la distribution, c'est une signature. Non, mais t'es Donc, obligé de moi, je passer parle à un moment donné par la distrib. Mais ça veut dire que, enfin moi déjà, il y a quelque chose qui... Donc la maison de disque est toujours importante. En fait, il y a quelque chose qui me perturbe du coup dans tout ça. Parce qu'en fait, du coup, il y a des artistes sur lesquels on a le fantasme de l'indépendance. Voilà. On est en mode, ils sont indépendants. Il y en a très peu des comme eux, etc. Machin. Sauf que là, on est en train de dire que des artistes comme PNL, comme Jul, etc. ne sont pas indépendants au final. C'est ça qu'on est en train Ils ont de des dire. Ah si, ils sont partenaires. indépendants. Ils sont indépendants, mais ils ont des partenaires. En quelque sorte, ils ont signé en maison de disque. Pour moi, en plus, selon les artistes, en fait, ça dépend comment on définit le C'est terme. pour ça que c'est compliqué là. Hein. Mais ouais, mais c'est ça qui J'ai est besoin que ça intéressant. soit éclairci, s'il vous plaît. Non, mais en fait, combien t'as raison. C'est vrai, il y a des producteur gros indés, il y a indépendant, ça des pourrait petits dire indés. que le propriétaire de ton master, c'est toi. Mais dans ce cas-là, propriétaire de ton master, tu peux être en licence. C'est-à-dire que par exemple, Niska, qui bosse avec Millennium, et Niska il fait un taf de ouf, et Millennium fait un taf de ouf, il peut se considérer comme indépendant. Parce que c'est lui qui se produit lui-même, mais il laisse une part du travail à la maison de disque. Après, en général, ce qu'on a tendance à dire, c'est quand le mec est en distrib, comme c'est lui qui fait la majorité du taf et qui a la majorité des revenus, on a tendance à dire qu'il est indépendant. Mais dans la distrib, il y a aussi plein de réalités différentes. Par exemple, si tu es en distribution améliorée chez All Points, ils vont gérer le market et la promo. Ça ressemble quasiment à une licence. Et par exemple, un mec comme Jul, je pense qu'il y a un énorme apport de la part de All Points sur le taf qui est fait autour de lui, parce que c'est une industrie énorme, tu vois. Et que PNL, à l'occurrence, qui sont eux aussi... Par exemple, bon exemple, Jul PNL. Ils sont tous chez Believe. Sauf que Jul, il est chez All Points, la partie distrib améliorée, où il donne plus de services. Là où PNL sont sur la partie distrib sèche, où en gros, c'est vraiment ce qu'on a dit. Tu donnes livre ton le morceau, truc et je vas-y. livre, et les mecs touchent à rien, entre guillemets, tu vois. Et donc du coup, en vrai, ils ont le même type de quasiment le même type de contrat, mais il y a des réalités différentes derrière. Et je pense que PNL, ils sont dans un truc de dire, nous, on est indépendants, mais il y a une réalité, c'est qu'à un moment, ils bossent avec Believe, qui est quasiment une major, qui est cotée en bourse, qui vaut des milliards. Et en vrai, à un moment, ils s'appuient sur la puissance de la maison disque, et ils sont pas complètement indépendants. Mais en distrib, Non, mais parce que, excuse-moi, juste, parce que en fait, au bout d'un moment, t'es obligé. t'es obligé. T'es obligé. Enfin, En fait, t'es quasiment obligé. En fait, pour moi, pour moi, tout seul, est-ce que tu pourrais te distribuer dans une grande surface? C'est impossible. moi, je Justement, après, je c'est pense que ça, c'est une question. Je pense que c'est une question aussi. Je pense aussi que c'est une question à laquelle on peut répondre sur ce truc de distrib, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par ces grosses entités pour être distribué? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se distribuer tout seul aussi? Pour que les gens ils puissent comprendre aussi, tu vois. Mais moi, juste. Ouais, non, mais ça, je pense que c'est important déjà de définir ça. En fait, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui pour le coup est en vraie indépendance et de limites que ça peut avoir. Tu vas avoir par exemple Osiris Jack, qui est, tu le vois sur ses réseaux et tout, il est en indépendance. Je crois qu'il distribue sur DistroKid et il met ses CD en vente sur son site internet avec DeFi, je crois, c'est genre le fameux official shop, etc. Et du coup, tu peux acheter ses CD et tu peux le télécharger et tu peux l'écouter sur DistroKid. Ça a plusieurs impacts. Premier impact qui est tout con, tu passes par DistroKid, t'as pas de certif. Et t'as pas de certif si tu passes par DistroKid. Et si tu vends tes CD physiques avec un seul shop, en l'occurrence le tien, t'as pas non plus de certif. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, Osiris Jack, il peut faire 58 millions de streams, il sera pas disque d'or. D'accord. Parce qu'il n'est pas certifié. Donc déjà, c'est un impact où en gros, tu sors de l'industrie. quoi. Des T'as réseaux pas ça. classiques, en fait, les réseaux Donc classiques. voilà, tu sors des réseaux. Donc ça, c'est le premier impact. Deuxième impact, et qui est non négligeable, tu es moins bien rémunéré
quand tu es distribué par DistroKid et TuneCore que quand tu passes par une major. Parce que eux, ils négocient. C'est-à-dire que la rémunération au million de streams, c'est pas la même. Donc tu passes en indé, mais tu vas gagner limite moins d'argent que si tu passais par une major qui te prendrait 20%. Tu vois, parce qu'en gros, il y a ce truc-là. Et le troisième impact, c'est que le problème de sortir sur ton propre truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'avance sur DistroKid. Ouais. Donc tu sors un morceau, tu sais, entre le moment où tu sors et le moment où la plateforme de streaming elle paye, il y a peut-être 3 mois, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, les dépenses, par contre, dans la musique, tu les as en amont. Il faut que tu payes le clip, le studio, les compositeurs et tout. Donc ça veut dire que tu vas tout dépenser avant. Et l'argent, il va mettre des mois à tomber, tu vois. Donc ça veut dire que l'avantage étant distrib, c'est que le gars, il arrive, il dit, je te fais une avance sur ce que ça va générer dès le début. Donc cet argent-là, tu l'utilises pour bosser. Que si tu es en mode DistroKid, ok, tu vas tuer ton argent au fur et à mesure, tu n'auras pas d'avance à recouper, mais avant que l'argent il arrive, c'est qu'il va se passer 6-7 mois, donc tu vas être à vide. Tu vas mettre ton argent perso pendant 6-7 mois avant de recouper, tu vois. Avant de pouvoir rembourser déjà ce que tu as investi, puis prendre du bénéfice. Et le dernier point qui est aussi un peu important, c'est pour les magasins. Voilà, ouais. C'est une galère de sortir en magasin. C'était pas. Tu peux aller voir certains magasins. Parce qu'il y a des chemins, voilà. Mais c'est un bourbier. C'est vrai, C'est c'est quasiment pas possible. infaisable. Le physique. Et puis c'est des négociations qui sont déjà entre eux, C'est ça. entre maisons de Même si cet impact-là, maintenant, dans le rap, on vend de moins en moins en magasin. On fait beaucoup de physique uniquement sur le site. Donc en vrai, aujourd'hui, les gens, ils veulent être juste sur Amazon et Fnac.com, juste pour pouvoir certifier leur vente D2C. Ouais. Tu vois. Et le dernier point, donc effectivement, c'est les magasins, c'est une galère, c'était tout seul. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence sur PNL en vrai, parce que eux, c'est des vendeurs en magasin. Ouais. Et le dernier point aussi, c'est que quand tu es avec un distributeur, tu rentres plus facilement en playlist en stream, parce que eux, ils parlent directement à la plateforme de stream en disant ouais, est-ce que tu peux placer ce mec-là, il sort. Et ça, c'est en gros, l'avance, la certification, la meilleure rémunération, les playlists et les magasins, c'est les 5 raisons qui fait que c'est quasiment intenable d'être en full indépendance, en vraie indépendance comme on appelle l'indépendance, mais c'est réservé à une minorité de gens et en général ceux qui font ça ils le font pour des raisons purement idéologiques. C'est-à-dire que je refuse de rentrer dans le truc, donc je suis prêt à perdre, parce qu'en fait tu perds, ces 5 raisons font que tu perds, mais tu le fais pour ces raisons-là. Mais par contre, je rebondis là-dessus, en vrai quand tu es en distrib, à ce moment où c'est toi qui prends toutes les décisions, on peut considérer que tu es indépendant en vrai. C'est ça, c'est celui qui joue. C'est la question T'es indépendant. En fait, c'est ça, parce que quand tu as une boîte, finalement, tu peux avoir des partenaires qui peuvent t'aider à faire des choses. Je sais pas, dans un autre domaine, tu fais des t-shirts, tu vas travailler avec une usine. Ouais, mais t'es indépendant quand même. T'es indépendant quand même. C'est pour ça que finalement, être signé en distrib, en maison de disque, on peut considérer que tu es quand même en indépendant. Mais moi, j'aimerais revenir sur le contrat d'artiste, qui est un contrat qui est assez peu populaire dans le rap, finalement, parce que à partir du moment où tu signes, on prend tous tes masters et tu touches un pourcentage minime. Mais il y a une question, il y a un sujet intéressant que Big Flo avait soulevé dans une autre émission qui disait « Nous, on a accepté de signer en artiste et toucher peu parce qu'on se disait qu'on commençait et qu'on avait assez peu finalement d'audience et que la maison de disque allait nous aider à tout bâtir. Par contre, ce qu'on va faire, c'est miser sur les concerts et devenir le plus mainstream possible. Donc ça a été vraiment une stratégie qu'ils ont mis en place sur le long terme. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce format-là, enfin ce contrat-là d'artiste, c'est un contrat qui finalement est sous-estimé par la plupart des rappeurs aujourd'hui? Parce qu'on parle beaucoup d'indépendance, etc. Mais est-ce que finalement la plupart des rappeurs ne devraient pas aller dans cette direction-là? Peut-être au début de la carrière, en réalité, c'est pas mauvais. En fait, il n'y a pas de mauvais contrat en soi. En fait, tout dépend de l'artiste, son ADN, etc. Mais ce que font beaucoup aussi d'artistes, c'est qu'ils commencent parfois que ce soit en licence ou en artiste, et puis en fonction de leur contrat, de combien d'albums ils ont signé avec le label, ils savent que par exemple au bout de 3-4 albums, avec 3 albums, je vais renégocier mon contrat et puis à ce moment-là je repasserai en licence, ou sinon à ce moment-là je me mettrai totalement en distrib. C'est ce que font aussi la plupart des artistes quand ils commencent, et puis plus ils vont grandir et puis plus ils vont avoir de notoriété, plus ça va fonctionner, plus ils voudront être de plus en plus en indépendant, et ça c'est normal. Et parce qu'il y a un élément qu'on oublie, c'est qu'en fait on parle de la distrib parce qu'on regarde PNL et Jul qui peuvent prendre 5, 6, 7 millions d'avance par album, tu vois. Mais il y a une réalité quand tu arrives et que ton premier album, en vrai, il va générer, on va dire, 50 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Ouais. Donc si tu penses, et s'il pense qu'il va générer 50 000 euros de chiffre d'affaires, donc le distributeur, quand il arrive, il va te voir, il dit ok, sur ces 50 000, je vais reverser 70%, donc 35 000. Ouais. Donc combien je lui fais d'avance? 35 000. Ouais. Tu vas pas lui donner plus que ce qu'il va générer. Ouais. Donc il va arriver à dire je mets 35 000. Sauf que toi, 35 000, il y a toute une équipe qui doit bosser dessus, etc. Tu dois payer les gens, tu dois payer les compos, les studios. Et en fait, au début de carrière, déjà, avoir une avance de 35 000, c'est pas évident. C'est déjà un truc où tu es un minimum déjà développé. Donc qui dit minimum développé, il y a déjà quelqu'un qui a mis de l'argent.
Donc en réalité, la force d'un contrat d'artiste, c'est comme le mec dessus, il récupère une énorme partie, il prend des risques financiers. Et c'est ce qu'ils disent Big Flo Oli, c'est qu'en fait, il y a un truc où le contrat d'artiste, en début, en fait, il y a deux moments en fait, il y a deux types d'artistes qui le récupèrent. C'est soit les artistes qui sont trop petits pour signer un artiste, parce que les mecs sont pas prêts à prendre des risques sur eux, donc vas-y, je préfère te faire une avance de 10, 20 000 balles et tu te débrouilles avec, parce que moi, pour 20 000 euros, je peux pas faire un album. Ou alors, c'est les très gros qui, en fin de truc, ont déjà une économie qui fait qu'ils signeront pas en dessous de même 300 000 balles. 300 000 balles, t'as de quoi bosser. Donc ils disent, vas-y, c'est bon, j'ai 300 000 balles, je vais faire mon album. Mais il y a toute une partie d'artistes où, en vrai, si on ne propose pas un contrat d'artiste, ils sont incapables d'investir avec l'argent de la distrib. Parce qu'en fait, en distrib, le mec en face, il prend pas trop de risques. Il touche 30%, voire 25%, voire même 20% seulement. Tu gardes tout le reste. Donc à un moment, c'est pas à lui de prendre des risques inconsidérés. Que dans un contrat d'artiste, le mec il se dit, écoute, je vais gagner 88% sur lui. Donc au pire, sur le deuxième album, je vais me refaire ce que j'ai perdu sur le premier, tu vois. Donc il y a aussi une question d'investissement en distrib, on donne ce que tu vaux. Et des fois, ça c'est pas suffisant pour faire un album. Et donc là, c'est là que ça devient intéressant d'avoir un mec qui peut proposer un contrat d'artiste. Mais c'est super rare. Parce que aussi les maisons de disques, elles essayent de se dire, je vais proposer des contrats à des gens qui valent déjà quelque chose. Et ceux qui valent déjà quelque chose, ils veulent une distrib. Voilà. Donc tu vois, c'est un peu relou. Ouais, c'est ça. Mais justement, tu parlais des distribs et tu as parlé aussi d'avance. Est-ce que justement ce format de distribution améliorée, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent dans le rap? Et est-ce que c'est un format qui correspond finalement aux problématiques des artistes qui ont justement, ce que tu disais, qui sont dans un entre-deux? Bah alors, le distrib amélioré. Peut-être expliquer aussi ce que c'est la distrib améliorée. La distrib améliorée, c'est qu'on prend plus de points, on donne plus de services. C'est-à-dire qu'en gros, ils te mettent juste, on va te rajouter des choses. Par exemple, on va te rajouter un chef de projet, du promo, du market. Et la distrib améliorée, il y a deux problématiques. C'est que ça reste une distrib. Donc même s'ils augmentent le taux, ils ne vont pas prendre des risques inconsidérés. Donc on va te donner ce que tu vaux. Et des fois, ce que tu vaux, ça ne suffit pas pour bosser. Et le deuxième problème de la distrib améliorée, c'est qu'en vrai de vrai, comme c'est quand même un contrat où ils ne sont pas producteurs et ils ont un taux qui est quand même relativement réduit par rapport à un contrat d'artiste ou à une licence, bah, en vrai de vrai, les maisons de disques qui proposent ce type de contrat, ils ne veulent pas faire des distribs améliorés trop bien. Typiquement, en distrib amélioré, tu n'as personne qui, par exemple, va te faire ton admin, qui est une galère pour les artistes. C'est d'aller faire les clearances, payer les compos, faire les redevances, les cachets, etc. Il n'y a aucune distrib améliorée qui le fait parce qu'ils disent, attends, ça c'est réservé à mes contrats artistes ou coproduction. Ça prend du temps. Donc tu vois, ils sont dans un truc de se dire, les meilleurs services, ils sont dans mes anciens contrats. Parce que si je te donne tout en distrib amélioré, mais personne ne fait une licence et personne ne fait un contrat d'artiste. Non, c'est clair. Donc ça pose une problématique, tu vois. Et c'est pas rentable pour eux en fait. Et vous, justement, vous pensez quoi de ce contrat d'artiste? Est-ce que vous pensez qu'il a encore beaucoup de sens aujourd'hui? Contrat d'artiste, moi, en vérité, je ne vais pas m'exprimer là-dessus parce que je ne maîtrise pas assez le sujet de contrat d'artiste. Je sais juste que d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que, en fait, c'est même le message envoyé par les artistes du coup qui ont réussi, qui donne une image assez négative de ce contrat-là, tu vois. Donc qui fait peur aux nouveaux qui arrivent, tu vois. Et je te le dis, moi-même qui ne maîtrise pas assez le sujet, j'ai l'impression que c'est le contrat à éviter. Tu vois, c'est vraiment le. Si j'étais rappeur, ce contrat-là, je ne le prendrais pas. Tu vois. On a fait dans l'inconscient le contrat à éviter, alors que comme disait Céline, non, il n'y a pas de mauvais bon contrat en comme soi. a bien précisé Flo et comme a dit Céline, c'est vrai qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais contrat. J'ai envie de te dire, au début, tu es un artiste qui est dans ta chambre ou dans ton quartier ou peu importe où. T'as pas d'argent, en vrai de vrai. Quand tu fais du rap, l'argent va venir d'où? Soit t'es économisé, soit c'est l'argent du dehors, il n'y a pas un milliard de solutions. Ou soit t'es fils d'eux, non mais viens, on va par mille chemins, en vrai de vrai. La plupart des producteurs qui viennent de certains endroits, soit ils ont déjà eu des activités entrepreneuriales à côté, soit tu as un héritage, soit c'est l'argent du dehors. Donc ça veut dire que comment tu fais pour te financer, que ça soit un mec de ta cité, un grand de ta cité, ou que ça soit une maison de disques, tu as de l'argent pour pouvoir te développer parce que l'argent ne tombe pas du ciel, ça coûte cher en fait d'enregistrer, on ne se rend pas compte parce que même tu commences à aller dans un studio pour enregistrer ton son, pour le mixer, si tu veux le masteriser, tu le mets sur les plateformes de streaming, après tu veux faire un petit visuel, comme disait Flo, il y a la petite pochette que tu veux faire aussi, tu veux un peu payer ta sponsor YouTube, tu veux être un peu sur Snapchat, et tout ça, c'est pour ça que moi je parle de l'étape avant signer, avant de trucs. Pour arriver aux portes des distributeurs ou des majors, il faut déjà investir. Il faut déjà remettre de l'argent, Ça coûte, c'est 10 000, 15 000 euros, 20 000 euros, après tout dépend de l'artiste, tout dépend de trucs, et ça, c'est un coup, par exemple, demain tu veux développer une chanteuse comme Aya Nakamura, ça va pas être le même argent que un artiste qui fait de la trap ou de la drill du bendo. Ça va pas être le même type de clip, bien sûr que oui. Tu vois, parce que ça coûte pas le même argent, c'est pas la même image. Donc à un moment donné, il faut avoir les reins. Donc c'est vrai que de se dire que le contrat d'artiste, faut quand même le regarder avant que tu le signes. Mais j'ai envie de dire, si c'est ça ou rien.
Vas-y, parce que de toute façon, ça va peut-être pas se débloquer. Et je voulais rajouter un autre truc, juste un truc, c'est bien de parler des distribs, vive les distribs, trucs, machin, on donne de l'argent, faut le ramener, oui, je suis indépendant, tout ça. Et on a cité des bons exemples d'indépendants, des PNL, des Jules, des Jaja Dinas qui se démerdent grave bien, qui ont déjà leur flux, qui ont déjà leurs idées. Mais il y a beaucoup aussi d'indés qui sont en distrib, qui se disent, enfin, on est en indé, on a notre label, on part sur une distrib, un contrat de distrib, parce qu'en fait, on est 5-6 dans l'équipe, en comptant l'artiste, tout le monde veut manger. Finalement, ils prennent l'avance, ils en font rien, ils savent pas bosser, ils sont pas staffés. En fait, le fait d'avoir une vraie mentale d'entrepreneur. En fait, parfois le contrat de distrib N'est pas adapté. N'est pas adapté et n'arrange plus le producteur, enfin, les producteurs et les équipes que les artistes eux-mêmes dans leur développement. Parce que la plupart des artistes sont signés en vrai de vrai, on parle d'indépendance, mais là, il y a beaucoup d'artistes qui sont signés dans un label indépendant qui lui signe. Et en général, lui, il est en artiste avec le label indépendant, tu vois. Quand tu vois un artiste et tu vois 4 ou 5 producteurs, même dire 3 producteurs, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et surtout si tu fais un rap, je dirais pas de street, mais qui va te plafonner en termes de stream. En général, ça sent pas un bon. Artiste, un manager, vous êtes 5 à devoir grailler sur un artiste qui a peut-être entre 20 et 25 ans. Ça va être compliqué, hein. Surtout si en soi, tu fais un disque d'or et t'es en distrib. Mais pas ton argent à la fin. Vous êtes combien dedans? Et attention, je te parle, on parle sur la prod. On part sur la prod, et tu tournes pas en radio, et tu fais pas de concert, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes et d'équipes qui vont vers les showcases. Ouais. Argent facile, on prend même 3 000, 4 000 euros par date, ça commence comme ça, on fait 1 ou 2 morceaux qui marchent. Après, si je rebondissais surtout sur ce contrat d'artiste, c'est que surtout aussi, c'est que c'est pas une fin en soi pour toute ta carrière. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que oui, effectivement, il fait peur et tout, mais en réalité, c'est pas défini genre pour le restant de ta vie. C'est à toi aussi justement de bien regarder ton contrat, de pas signer pour 6 albums, tu vois, de signer pour 2 albums, 3 max, mais et encore, tu vois. Mais en fait, c'est en fonction de ce que tu vas signer dans ton contrat. C'est pas juste le contrat d'artiste qui est genre ah mon Dieu, il faut absolument pas le prendre. C'est ton contrat, ce qui est écrit dedans, surtout qui va faire que est-ce que c'est un bon contrat ou non. Que ce soit artiste, que ce soit en licence, que ce soit en distrib. Et puis aussi cette logique de la priorité. En fait, c'est surtout ça, c'est que du coup, ça vous bien alerter, c'est que juste lis bien ton contrat. Tu vois, lis bien ton contrat, les détails. Tu vois, quand t'es un mec qui est non, mais justement, il faut lire, mais c'est compliqué. Non, mais justement, c'est à nous justement de préciser. Tu vois, c'est le conseil que je donnerais. En fait, c'est pas une question juste de artiste, licence, distrib, c'est juste regarde bien ce qui est écrit dedans. Les conditions. Et les conditions, exactement. Parce que un bon contrat d'artiste à côté. Exactement, parce que comme je disais, tu peux avoir signé un artiste 2 albums. Au bout des 2 albums, tu vas cartonner. Du coup, effectivement, le travail il aura été fait et tout, donc c'est super. Tu vas décider de renégocier ton contrat, tu seras dans tous tes droits, et du coup, là, peut-être que tu iras plutôt vers une licence, ou plutôt, je pense, vers une distrib à ce moment-là. Mais du coup, tu auras fait ton chemin, quoi. Et au final, ton premier contrat, il t'aura aidé à pouvoir aller vers ce contrat de distrib. Et il n'y a rien de mal en soi, tu vois. En soi, c'est juste une bonne stratégie. Et puis aussi, il y a cette logique. Si tu ne peux pas investir avant. Ouais. Si tu es en contrat d'artiste, pour la maison de disque, vu que tu rapportes le plus d'argent, bah, tu vas être une priorité aussi. Exactement. Et il y a un autre élément qu'on oublie, c'est que contrat d'artiste, tu touches au chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Demain, l'album, il rapporte 100 000 euros, ils ont dépensé 120 000 euros. Toi, tu as 12%, tu prends tes 12 000 balles. Hein. Même si l'album, il en perd de 20 000, tu vois. Okay. Donc, c'est ça qui est aussi important. C'est qu'en fait, on dit, ouais, c'est 12%, c'est pas beaucoup. Mais tu touches le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que demain, ils investissent à toute patate sur toi, c'est pas ton problème, tu vois. Okay. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des artistes qui, aujourd'hui, sont encore en artiste. Tu prenais l'exemple de Aya. Aya, elle est en artiste. Mais Aya, ça va coûter trop cher. Ouais. Entre les clips, la promo. Parce que Aya, tu fais les télés. Donc déjà, quand tu fais les télés, quand tu ramènes tout le monde en promo, tu ramènes des danseurs, tout ce que tu veux, ça c'est eux qui doivent payer. Quand tu fais Aya, tu dois aller prendre ta campagne Énergie, parce que Énergie veut de l'argent, Skyrock veut de l'argent, lui veut de l'argent. C'est des montants faramineux. Et elle, peu importe ce qu'ils ont dépensé, hein. Ouais. À la fin, elle a son truc, tu vois. Ouais. Et c'est des gros investissements à mettre en face. Et c'est un exemple concret, c'est Koba, il a signé en artiste. À un moment où les gens ne signaient plus en artiste. C'est quand il a signé en artiste, chez Def Jam, et ils le disent même, ouais, nous on est venus parce qu'on voulait développer dans les meilleures conditions possibles. Le taf qui a été fait sur le premier album de Koba, c'était un truc de fou. En termes d'image, ça m'a permis de passer un step. Trop stylé. Et après, derrière, d'un seul coup, tu vois, il y a son logo sur les trucs. C'est-à-dire que les albums d'après sont partis en coprod. En mode, ils ont renégocié, vas-y, au début, on vous a tout donné, maintenant on fait à 2. Mais au début, il était réfléchi, comme Big Flo et Oli, qui disent, vas-y, nous on est d'accord de donner plus au début, parce que derrière, on va manger plus là, plus là, plus là. Donc c'est vraiment le type de contrat. Il n'y a pas une vérité, ça dépend de qui t'es, de ce que tu as, des conditions que tu peux avoir, de l'équipe qui est autour de toi, ça dépend de plein de choses. Et il faut aller voir au-delà du nom du contrat. Et la distrib, il y a une réalité par contre, c'est que quand tu arrives à être très gros,
En général, la distrib, c'est ce qui est plus intéressant Mais parce oui. que. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire peur sur la distrib du coup. Oui, c'est vrai, on est en train de faire on est en une train de- distrib, Non, hein, mais c'est- non, parce que chaque Mais- quartier a son histoire, chaque Mais oui, quartier En a fait, c'est son du cas histoire. par cas. hein. Et j'ai envie C'est de du te cas dire, par on cas. va Mais parler du de coup, là, contrat tout à on est en l'heure. train un petit peu d'inverser le truc, mais effectivement, la C'est distrib une question reste de quand volume même aussi. un très beau aussi contrat si tu as une équipe effectivement derrière qui fait en sorte de tenir les murs, tu vois, C'est ça. de pouvoir aller Et jusqu'au puis, bout et du puis si t'as projet. une grosse avance, tu peux payer les gens. Voilà. Il y a une question qui revient souvent, c'est marrant quand je rencontre des jeunes et tout, effectivement, quand on parle d'avance, justement, du coup, quand on dit le mot avance, pour eux, c'est en mode, du coup, on donne un certain montant, et puis si, par exemple, le projet, il génère pas ce qu'ils ont donné comme avance, ils doivent rembourser. Non, c'est faux. Oui, Mais enfin, ça, toi, voilà. tu le sais. Ah, Bellec, Exactement. hein. Mais C'est du pas coup, censé être le cas. c'est pas censé Mais être le cas, ouais. vérifie ton contrat avant de Ça signer. dépend qui, ouais. Ah, parce que ça commence à faire. Ah, ça commence à. Ouais. Non, parce que rembourser, ça. non, en fait, Il y a plus de recoupe. En fait, c'est recoupable, mais en fait, normalement, c'est recoupable. Tant que t'as pas recoupé, Ouais, tu restes alors, ici. ça, c'est... Mais oui, les avances sont censées être recoupables et non remboursables. C'est-à-dire qu'en gros, si ça floppe, c'est pour eux, pas pour toi. Ok. C'est eux qui ont perdu, pas t'as pas perdu. Ok, donc très bien. Donc là, pour ce qui est des contrats et de ce que vous êtes en train de m'expliquer, finalement, les maisons disques sont toujours là pour avoir leur rôle. Mais est-ce qu'à un moment donné, même si, est-ce qu'au bout d'un moment, les maisons de disques ne vont pas se transformer strictement en banque? C'est-à-dire qu'elles vont arriver, investir sur des artistes, et à un moment donné, il y aura des structures un petit peu comme celle de Flo, un petit peu aussi comme la tienne, Kirsch, qui vont pouvoir aider les artistes à... aussi la tienne, Céline Remarquin, en quelque sorte. Non, mais oui, parce que tu manages, finalement... Depuis tout à l'heure, elle attend que tu dises. Non, c'est pas c'est vrai. pour ça que c'est la bosse, déjà. vrai. C'est la phase tranquille. le TikTok de Colombien, c'est mec qui mélange tout. Tu vois. Mais est-ce qu'à un moment donné, les maisons de disques vont pas se retirer tout doucement, on va dire, de la direction artistique? Parce que finalement, au départ, avant les réseaux sociaux, ça, de la c'est déjà direction le cas, hein. artistique. C'est déjà le cas, là, d'ailleurs. oui. Alors complètement, oui, non, mais justement, alors. Laissez-le. Laissez-moi. Il y a le marketing, il y a la DA, il y a plusieurs choses. Mais avant, les artistes, dans les années disons 2000, avant le développement d'Internet, les artistes avaient besoin de signer. Et ensuite, on faisait tout avec la direction artistique, etc. Aujourd'hui, on voit bien que les artistes font tout au départ. Donc ils se développent artistiquement parlant et ensuite ils signent. Donc il y a une étape en fait que les artistes ont repris en main. Maintenant, avec le développement d'agences et avec le temps, avec les réseaux sociaux et compagnie, est-ce qu'à un moment donné, les maisons de disques vont de plus en plus se tourner vers l'investissement, c'est-à-dire prendre 10 artistes, investir sur eux, il y en aura 9 qui vont pas péter, mais il y en aura un qui va péter, et du coup la maison de disques va récupérer son argent. C'est déjà le cas. Mais Non, ça, c'était est-ce plus le cas avant que maintenant, en fait. Ok, donc toi tu... Parce que, en gros, avant, Pas forcément. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait plus de ressources en interne avec les en fait, avant. avec les distribs, tu peux pas prendre de risques. C'est ça qu'il faut retenir. En distrib, tu peux pas prendre de risques. Parce que c'est pas avec tes 20% en tant que distributeur que tu vas pouvoir te refaire. Pour ça, il y a une vraie problématique. En fait, il y a un espèce de. La distrib, c'est un peu en train de saccager l'industrie. Dans le sens où. Enfin, pas saccager, mais en gros, les maisons de disques, quand elles sont propriétaires des masters, en fait, au début, ça coûte de l'argent, parce que tu dois payer les clips, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, quand l'album il est sorti et développé, etc., c'est plus que du revenu. Parce qu'en fait, tu n'as quasiment plus rien à faire. Tu dois juste payer les gens qui doivent prendre. Donc, en gros, dès qu'un morceau est streamé, tu donnes un peu au compositeur, un peu à l'artiste. Peut-être tu remets un peu de marketing, mais ça s'arrête là, tu vois. Quand tu es producteur, c'est du patrimoine, c'est de la richesse qui va générer pendant des années. Aujourd'hui, tu as les morceaux des années 80. Ouais, c'est des assets. Exactement, c'est des assets. Les artistes qui en plus n'avaient pas les mêmes taux qu'aujourd'hui, hein, Ouais. ils avaient des 5-6%. C'est-à-dire qu'en gros, le mec qui fait 1 million de streams sur un morceau des années 80, le gars, il récupère, la maison disque, il récupère 95% de ce que ça a généré, tu vois. Donc du coup, ça crée de la vraie valeur. Que quand tu es en distrib, la maison disque, elle prend une petite part sur une durée limitée. Ouais. Donc ce qui fait que, en termes de création de valeur par rapport à avant, c'est pas du tout la même. Alors effectivement, avant, elle prenait plus de risques, parce que du coup, sur 10 artistes, il y a peut-être un seul qui marchait, mais tu rééquilibrais, parce que quand tu as 90% sur l'artiste, tu peux te permettre de dire, lui, je perds un peu, lui, je gagne, etc. Sauf que, ils ont commencé à faire des distribs. Et en vrai, en France, ça arrive avec Believe et Musicast. Qu'on commence à proposer des distribs, Les taux sont pas les mêmes. et les taux sont pas les mêmes. Donc tu gagnes beaucoup moins d'argent. Sauf que les maisons disques, elles ont dû, pour s'adapter, elles ont commencé aussi à proposer des distribs. Et du coup, le nombre de contrats d'artistes et donc de masters qui leur appartenaient a commencé à chuter au fur et à mesure. Sauf qu'en vrai, quand tu regardes sur la durée, tu gagnes beaucoup moins d'argent. Ce qui compte, c'est la marge. C'est pas le chiffre d'affaires, c'est combien tu génères de bénéfices, tu vois. Et ce qui fait que là, aujourd'hui, les maisons disques, elles ont une problématique. Soit elles vont vers de plus en plus de distribs, et ça fait des boîtes comme Believe, qui sont des boîtes qui font l'argent grâce au volume, mais qui font des toutes petites marges. Believe fait que ça va faire 10 fois moins de marge au global qu'un Universal. Ouais. Et sauf que Universal, s'ils vont vers les distribs aussi, comme ils le font actuellement des fois, et ben ils vont se retrouver dans une situation où, ok, on a des artistes, mais ok, on fait moins de taf, mais surtout on fait moins d'argent.
Ouais. Et donc du coup, leur combat aussi, ça va être à eux de se dire, bon, il faut que j'arrive à être au niveau en termes de service pour proposer d'autres types de contrats. Et aussi, il va falloir que je prenne des risques sur les artistes plus petits en allant leur proposer des contrats d'artistes sous licence ou de coproduction dès le début, qui soient plus agressifs, qui soient qualitatifs. Parce que si jamais elles vont vers la distribution, en fait, il y a peu d'argent à se faire. Ouais. Et en vrai, tu peux prendre des risques de ouf parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui te plante. Le temps que tu arrives, avec le peu que tu gagnes sur les autres, tu n'arrives pas à rééquilibrer tes comptes. Donc la distribution crée une problématique. Hein. Vraiment, aujourd'hui, dans les maisons de disques, il y a une problématique autour de ça de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire des distribs? Et c'est ce que les artistes veulent, ou est-ce qu'on arrête? Et c'est compliqué. Parce que si tu arrives à faire des distribs, bah, tous les gros, tu les perds. Mais est-ce que tu n'es pas mieux à aller prendre des mecs de zéro en espérant de réussir à les faire monter et avoir du coup le master dessus, et il y en a que tu ne vas pas réussir, plutôt que faire que des gros où tu gagnes quasiment rien dessus, tu vois. Et c'est une vraie problématique. Ok. Moi, pour répondre à ta question, moi je pense que les maisons de disques, d'une certaine manière, déjà quand on parle de direction artistique, en tout cas les majors, quand tu dis les maisons de disques, je pense que leur avis ou leur influence sur l'artistique, en fonction des équipes qui sont déjà staffées, même si demain tu es en licence, ou même parfois tu peux être en artiste, mais tu as déjà un peu ton équipe de compo, de réel qui bosse un peu autour de toi. Déjà, le côté direction artistique, recording, je pense que la maison de disque a moins son avis à donner par rapport à ça. Clairement. Déjà, Même en artiste je pense que même en artiste. Même en artiste. En artiste, oui, ça dépend. En artiste, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup en artiste plus- rap, il y a beaucoup moins. C'est pas comme avant. Il y a beaucoup En moins. fait, des fois, il y a des mecs en artiste, mais je sais pas, ils vont voir leur gars, leur réal, tu vois, par exemple, ils vont dire vas-y. Ils ont déjà leur équipe un peu. Et en plus, des fois, et c'est parce qu'il ne faut pas aussi diaboliser la chose, des fois, le DA de maison de disque, il a un bon avis aussi. C'est-à-dire qu'il donne son avis et il peut apporter Il y quelque a chose. des mecs comme Landry chez Millennium, Tu vois, c'est des bêtes de DA, tu il peut vois. apporter quelque chose de positif, tu vois. Et il y a aussi Sacha qui travaille chez Def Jam. En gros, tu peux apporter quelque chose de positif. Faut pas diaboliser la maison de disque en soi. Après, sur le côté marketing, je pense que tu auras en soi, même si tu as une agence, après il peut y avoir des agences qui se créent, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça quand tu regardes bien pour gérer ton budget marketing. C'est bien d'avoir quand même déjà la maison de disque qui a déjà ses entrées, qui a déjà ses process, elle va te proposer une stratégie, libre à toi de la suivre ou pas. Mais ils vont te proposer une stratégie marketing qui te permettra d'atteindre des objectifs. Donc, sur le marketing, la maison de disque aura toujours, je pense, peut-être pas un coup d'avance, mais un peu plus d'expérience que toi, qui arrive après un premier projet ou un deuxième projet et qui est une équipe qui ne connaît pas forcément les différents leviers, je pense. Il y a le côté, comme on disait, direction artistique, il y a le côté marketing, il y a le côté promotionnel maintenant. Encore en promo, il y a de plus en plus. Il y a beaucoup plus de promos externes. Il y a beaucoup plus d'agences, de promos externes qui font taf et qui te permettent, quand tu es un artiste, même des fois des artistes qui sont en licence, qui ont déjà des attachés presse dans la maison de disques, qui peuvent bénéficier de ce service, préfèrent aller chercher des Scopitone, des Neta, tout ce que tu veux, pour aller, en fonction du projet que tu as à défendre, tu vas aller voir l'attaché presse qui te correspond aussi. Tu vois, l'agence qui te correspond. Parce que c'est ça, si tous les attachés presse ne sont pas les mêmes, et en fonction de ta musique, tu vas en fonction de ta musique et de tes objectifs. Tu vois, si par exemple tu es un artiste, je sais pas, un peu pop, tu vas aller voir telle agence. Mais si tu as des objectifs de passer peut-être, je sais pas, en télé, d'un coup tu vas prendre une autre agence. Parce que tu as des agences qui sont spécialisées web, il y en a qui sont spécialisées TV, et c'est pas la même chose. Ouais. Tu vois, il y en a qui sont aussi presse écrite. Donc ça dépend. Mais moi je pense que pour synthétiser le propos, c'est que clairement la maison de disque aura toujours un certain apport sur ta stratégie de développement, mais selon le périmètre dont on parle, l'influence se réduit à mesure que les agences se développent et que les équipes des artistes sont de plus en plus staffées. Ok, là on a beaucoup parlé du haut, mais là j'aimerais revenir sur le bas avant de clôturer tout ça. Aujourd'hui, un jeune artiste qui commence, qui fait, on va dire, 100 000 vues par clip à peu près, indépendamment du style de rap, etc. Qu'est-ce qui est aujourd'hui la situation la plus préférable ? C'est de signer quel type de contrat, c'est de faire quoi à partir de là. Savoir. Non, c'est vraiment au cas par cas. Ouais. Mais si je rebondis aussi sur ce que vous disiez tous les deux, sur ce côté où ça commence à faire mal justement aux maisons de disques, ce côté distrib aussi, parce que je pense que ce qui leur fait mal aussi, c'est que, d'une certaine manière, c'est qu'avant aussi, les artistes fermaient un peu les yeux et étaient en mode je fais confiance, c'est une maison de disques, c'est Universal ou c'est Warner. Où il y avait plus de fascination. Voilà. Exactement, il y a une fascination. Aujourd'hui, même les artistes sont hyper curieux sur leurs contrats, minutieux sur tout, sur leur direct, sur leur image, sur leurs clips. Ils sont beaucoup plus impliqués. Ils sont beaucoup plus impliqués, ils ont beaucoup plus conscience du côté business. De l'industrie musicale en réalité en fait, et du coup je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu un déclic
Mais après, Dans tous les artistes, je trouve. je pense aussi que ça a été les erreurs des autres Ouais, pas qui leur ont mis la forcément puce à aussi. l'oreille, en vrai. Parce que les ouais, anciens n'avaient pas ça. Parce qu'en Les vrai, anciens n'avaient pas le passif. il y a beaucoup de anciens trucs n'avaient pas le passif. un tel il s'est fait carotte, un tel il s'est Attendez, fait... une personne. Attends, Nico, tu voulais dire quoi? Ouais, en gros, c'est plus le fait que, à mon avis, à un moment donné, ils ont mis la puce à l'oreille. Tous ceux qui ont peut-être fait des erreurs auparavant, tu vois. On entend souvent que ah ouais, un tel il s'est fait carotte sur son contrat, ah un tel t'as mis une patate à lui parce qu'il s'est fait carotte, il voulait récupérer son contrat, machin, tu vois. Et en fait, je pense que avec La patate. avec le temps, comme ça. ah non, mais en gros, t'as vu, il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé et qui fait que aujourd'hui, les jeunes artistes, quand ils arrivent, ils font plus attention à ce qu'ils signent, à ce qu'ils vont signer, pour éviter justement de travailler dans le vent et de récupérer très peu, alors qu'ils auraient peut-être récupéré 3-4 fois plus, quoi. Après, il y a 3 exemples qui pour moi ont changé. Il y a effectivement le passé. Mais en vrai, les gens, ils oublient vite le passé parce que tu sais, les nouveaux artistes, ils se rappellent même pas des mecs qui se sont fait carotte avant, tu vois. Mais je pense qu'il y a 3 exemples qui ont plutôt été, qui ont donné envie. Je pense que c'est plus l'exemple positif, entre guillemets. En vrai, t'as Jul PNL Ouais, voilà, qui a aussi. matrixé tout le monde. Ouais. Et parce qu'en fait, Jul PNL, ils ont matrixé tout le monde en mode indépendant. Et le 3e personne qui a matrixé tout le monde, c'est Freeze, quand il a dit Distroki, je vais master. Quand il a dit ça, ça a été, moi je le vois en rendez-vous, hein, honte de choc. Les gens ils viennent en disant je veux master. Ils savent même pas ce que c'est. Et ils disent Distroki de master, je veux la même chose que lui. Parce que c'est Freeze. Ouais, ils sont en mode je veux comme Freeze, tu vois. Genre ils disent Distroki de master, tu vois. Mais pour le coup, Même moi, j'ai pas de contrat, je voulais mes Tu veux masters. être sur Distroki Mais bien sûr. Tu veux Quand camper il a dit ça, j'étais obligé. J'ai appelé Ahmad, j'ai dit je mets mes masters, il m'a dit mais on en a pas. Qu'est-ce que tu veux? si Chris, on doit répondre question personne par personne, faut-il signer pour percer? Au bout d'un moment, oui, ou coup aux caisses. Mais en soi, pas nécessairement. Mais à un moment donné, ta génération de revenus, les coûts que tu vas avoir, vont faire que pour passer un step, tu seras obligé d'avoir une force d'une distrib, d'une licence ou en contrat d'artiste, peu importe. Ouais, moi ce que je dis, c'est que t'as pas besoin de signer pour percer parce qu'en général, tu commences à percer avant. Voilà. Par contre, si tu veux te professionnaliser et pérenniser, tu dois signer. Et maintenant, le type de contrat, il n'y a aucun contrat magique. Les maisons de disques, elles ont un apport au-delà de l'aspect financier. Elles ont une vraie compétence. Bien et sûr. maintenant, c'est à toi de voir ce dont tu as besoin par rapport à tes compétences et tes besoins. Et c'est au cas par cas. Et ce que tu as besoin sur le premier, c'est pas forcément ce que tu as besoin sur le deuxième, ni sur le troisième. C'est pas parce que ton voisin il a ça que c'est bien. Et un dernier point que je dois préciser, tous les montants que vous entendez, ils sont faux quasiment. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent te voir en disant lui, il a signé pour ça, c'est faux. Il n'a pas signé pour ça. En général, il a signé pour ça, il a pour 3 albums. Le mec qui a multiplié les 3 albums, il a dit il a pris 1 million. Non, il a pris 350 000, il a eu ça. Et en vrai, tous les montants, et c'est un casse-tête. Ça, c'est relou aussi, là. Mais c'est tous les trucs que tu entends, c'est faux. Et est-ce qu'il faut vraiment compter sur l'avance sur la signature? Alors, non. Non, parce d'accord. qu'en vrai, l'avance, c'est qu'une avance. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même, je connais, c'est important Oh, psychologiquement. ça fait plaisir. sécurise. Mais c'est vrai que les avances, c'est des avances. hein. C'est ça, mais je pense que c'est important de le dire aussi. Oui, il y a ce les truc avances, de- c'est que des avances. Voilà. Il veut des avances. Et vous en pensez quoi? Alors vous, comment vous répondriez à... Non, en vrai, moi je rejoins Flo, je rejoins Kirsch dessus. En vrai, percer, tu T'es perces très... blasé par les rappeurs qui Non, mais en vrai... T'allais les voir dans leur quartier là. Non, mais en vrai, ça... en vrai, percer, le mot il arrive très tôt, tu vois. À partir du moment où tu as fait 1 million de vues, ce qui est pas, je vais pas dire facile, mais c'est beaucoup plus simple qu'avant de faire 1 million de vues. T'as quand percé, même en déjà quelque percé, sorte. tu vois. Bah On oui. te connaît un peu plus que dans ton quartier, etc. Donc percer, c'est déjà fait. Après, oui, si tu veux durer dans le temps, je pense qu'à un moment donné, tu vas devoir poser ta signature quelque part et opter pour un contrat. Après, comme ils le disent, je pense que c'est au cas par cas. En vrai, tu vois, sur ce genre de choses, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas un truc que je maîtrise, mais tu vois, c'était super intéressant aujourd'hui parce qu'en fait, je me dis, si j'étais un artiste, tu vois, si j'étais un rappeur, je tombe sur cette vidéo, je trouve qu'il y a pas mal de réponses, il y a pas mal de conseils aussi. Du coup, t'as moins peur du contrat d'artiste? Bah là, pour le coup, je suis à 2 doigts d'aller signer en vrai. On est avant comme ça, je t'ai signé au bon En endroit. vrai, je propose un peu. Mais non, je trouve ça grave intéressant. Tu vois, même si la question elle-même, t'y très réponds, large. en une phrase. Mais après, il y a énormément de conseils, énormément de choses à savoir, tous ces contrats qui sont différents. Et je pense qu'on a pas mal de réponses aujourd'hui. Donc, je trouve ça cool. Ok, Céline. Ouais. Oui, bah après, si on répond à la question, comme on disait, est-ce qu'on a besoin de percer pour pouvoir signer? Alors non, effectivement, parce qu'effectivement, c'est à toi déjà de donner tous les moyens pour pouvoir attiser la curiosité des maisons de disques ou quoi, ou même du public, tout simplement, d'aller effectivement faire en sorte de toi-même en fait faire voir ta musique, tu vois.
faire des freestyles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi, pas forcément mettre des moyens de ouf, mais c'est à toi aussi de pouvoir créer cette curiosité autour de toi parce que maintenant aujourd'hui il y a tellement d'artistes. Donc effectivement, ouais, maintenant malheureusement c'est ça, il faut te démarquer. Et si tu arrives justement à créer ce truc autour de toi, cette curiosité autour de toi, après peut-être que tu vas pouvoir percer et là t'intéresser aussi aux contrats qu'on va pouvoir te proposer. Et bien lire tes contrats, effectivement, il n'y a pas de bons, mauvais contrats. Ça, il faut arrêter de diaboliser effectivement les contrats d'artistes ou les autres contrats. C'est en fonction de toi, ce que tu sais que tu peux apporter tes besoins, effectivement. Après, si tu sais qu'effectivement, tu as un gros budget derrière toi, tu as une équipe derrière toi, bah ouais, et que tu es solide, fonce aussi dans la district, c'est ce que je veux dire. Donc, ouais. Ok, bah, je pense qu'on a apporté pas mal d'informations. Merci beaucoup, les gars. C'était super intéressant, des points de vue différents, en plus par des insiders de l'industrie. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. Donc c'était Chris d'Iconic pour Deal et Terme. Merci beaucoup les gars. À la prochaine fois. Cheers.